Pour nos 20 ans de mariage, mon mari, Antoine, a glissé ce que je pensais être un poison dans mon verre. J'ai alors décidé de prendre ma revanche, d'une manière qui allait déclencher un véritable cauchemar. Nous célébrions notre anniversaire dans un restaurant chic de Paris, entouré de sa famille. En revenant des toilettes, à l'abri d'une colonne, j'ai vu Antoine, l'homme de ma vie, verser le contenu d'un sachet dans mon verre. J'ai alors décidé d'échanger mon verre avec celui de sa sœur, Isabelle, une femme qui me méprisait depuis le premier jour. Ce que je ne savais pas, c'est que 30 minutes plus tard, cette soirée parfaite allait se transformer en une scène d'horreur. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle histoire. Avant de plonger dans les détails de cette soirée qui a fait basculer ma vie, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous êtes connecté, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir à quel point notre communauté est grande et unie. Maintenant, revenons à cette soirée. 20 ans. 20 longues années passées aux côtés d'un homme que je croyais connaître mieux que moi-même. En apparence, tout était parfait. Le restaurant, le ciel de Paris, au cœur du 6e arrondissement, avec ses nappes blanches immaculées et ses plats sophistiqués. La famille d'Antoine était là, au complet. Sa mère, Elisabeth, toujours aussi rigide et pincée, me jugeant du regard comme au premier jour. Son père, Bernard, plus silencieux, un homme que je n'ai jamais vraiment réussi à cerner, perdu dans ses pensées. Et bien sûr, sa sœur adorée, Isabelle. Depuis 20 ans, elle était mon poison quotidien. Ses remarques acerbes, ses regards condescendants, elle ne m'avait jamais accepté, moi, la petite provinciale, qui avait osé épouser son frère promis à un si brillant avenir. Ce soir-là, elle semblait prendre un malin plaisir à me rabaisser. « Hélène, ma chère, dit-elle d'une voix mielleuse en regardant ma robe, c'est simple. Mais charmant. Tu as toujours eu ce don pour rester authentique. » Chaque mot était une pique déguisée. La soirée avançait, lourde et pesante, chaque minute me rappelant à quel point j'étais une étrangère dans cette famille. Le clou du spectacle est arrivé quand le serveur nous a resservi du vin. Isabelle, en se penchant pour prendre son verre, a fait un mouvement brusque. Son coude a heurté mon verre de vin rouge, qui s'est renversé sur ma robe claire. Un silence glacial s'est abattu sur la table. « Oh, mon Dieu! Je suis terriblement désolée, Hélène, s'exclama-t-elle, avec une fausse compassion qui me donna la nausée. Quelle maladroite je fais! Mais pour être honnête, cette couleur ne te mettait pas vraiment en valeur. C'est peut-être un mal pour un bien. Voilà une occasion pour toi d'investir enfin dans une tenue digne de notre famille. » Le venin dans sa voix était palpable. Antoine n'a pas dit un mot, il a simplement esquissé un sourire gêné. Sa mère m'a fusillé du regard, comme si c'était de ma faute. C'était l'humiliation de trop. 20 ans de mépris concentrés en un seul instant. Je vous le demande, vous qui m'écoutez, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous réagi face à une telle méchanceté, année après année? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si j'étais la seule à ressentir cette rage impuissante. Je me suis levée, prétextant vouloir nettoyer les dégâts. Excusez-moi, ai-je murmuré, la gorge serrée. Je me suis réfugiée aux toilettes, non pas pour ma robe, mais pour contenir les larmes de rage qui menaçaient de couler. Devant le miroir, j'ai vu mon reflet. Une femme de 42 ans, les traits tirés par la fatigue et la tristesse. Où était passée la jeune femme pleine de vie qu'Antoine avait épousée? Cette famille, cet homme, m'avait lentement éteinte. Après avoir repris contenance, j'ai décidé de retourner à table. Mais au lieu de rejoindre directement ma chaise, j'ai fait un petit détour, m'arrêtant derrière une grande colonne de marbre qui me cachait de la vue de notre table. Et c'est là que je l'ai vu. Antoine, croyant que personne ne le regardait, a sorti un petit sachet de sa poche. Il l'a ouvert discrètement et en a versé le contenu, une poudre blanche, dans mon nouveau verre de vin que le serveur venait de remplir. Le geste était si rapide, si furtif, que j'ai cru avoir rêvé. Mais non. C'était bien réel. Mon mari, le père de ma fille, venait de droguer mon verre. Mon cœur s'est arrêté de battre. Le sang s'est glacé dans mes veines. Qu'est-ce que c'était? Du poison? Un somnifère? Pourquoi?
Toutes les questions se bousculaient dans ma tête, créant une tornade de panique. Je me suis appuyé contre la colonne, mes jambes tremblaient si fort que j'avais peur de m'effondrer. Mon souffle était court. Le monde autour de moi semblait s'effacer. Il ne restait que cette image, gravée dans ma rétine, la main de mon mari, versant la mort dans mon verre. À cet instant, je savais que je devais agir, et vite. Une idée folle, dangereuse, a germé dans mon esprit. Et cette idée allait changer le cours de nos vies à tout jamais. Elle a levé son verre, un sourire triomphant sur les lèvres. 30 minutes plus tard, ce sourire allait se transformer en un masque d'horreur. Je suis resté figé derrière cette colonne pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mon cerveau tournait à plein régime, essayant de trouver un sens à l'impensable. Antoine, mon Antoine, voulait me faire du mal. Après 20 ans de vie commune, de haut et de bas, de joie et de peine, voilà où nous en étions. La douleur de la trahison était si vive, si profonde, qu'elle a balayé la peur. À sa place, une froide détermination s'est installée. Je ne serai pas sa victime. Pas ce soir. Pas après 20 ans à subir en silence le mépris de sa famille. J'ai pris une grande inspiration, j'ai lissé ma robe et j'ai composé mon visage d'un masque de sérénité. En retournant à table, j'ai évité le regard d'Antoine. J'avais trop peur qu'il lise la vérité dans mes yeux. Je me suis assise et j'ai agi comme si de rien n'était. Ça va mieux, m'a demandé Antoine, avec une sollicitude qui me donnait envie de vomir. Oui, merci, ai-je répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas, juste un peu secouée. Isabelle a sauté sur l'occasion. Tu devrais peut-être rentrer, Hélène. Tu as l'air épuisée. Cet anniversaire semble te coûter beaucoup. C'était incroyable. Ils étaient de mèche. Elle essayait de me faire passer pour faible, instable, préparant le terrain pour ce qui allait suivre. C'est à cet instant que mon plan s'est solidifié. C'était elle, Isabelle, qui méritait de boire ce que son précieux frère m'avait préparé. C'était une justice poétique, une réponse à 20 années d'humiliation. Le moment parfait s'est présenté lorsque le serveur a apporté les plats principaux. L'attention de tout le monde s'est tournée vers les assiettes. Isabelle, assise juste en face de moi, était absorbée par une conversation avec sa mère. J'ai fait semblant de chercher mon téléphone dans mon grand sac à main posé au sol. En me penchant, caché par la nappe, mes mains tremblaient, mais ma résolution était de faire. J'ai saisi mon verre, puis le sien, et en une fraction de seconde, je les ai échangés. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que toute la table pouvait l'entendre. En me relevant, j'ai croisé le regard d'Antoine. Il m'a regardé étrangement, un pli d'interrogation sur son front. J'ai cru qu'il avait tout vu, que j'étais perdue. Mais il a simplement détourné les yeux et a repris sa conversation avec son père. Il n'avait rien remarqué. Personne n'avait rien remarqué. Le repas a continué. Je ne touchais pas au verre qui était maintenant devant moi, le verre d'Isabelle. Je portais la coupe à mes lèvres de temps en temps, mais sans jamais boire une seule goutte. J'attendais. L'attente était une torture. Chaque minute qui passait était un supplice. Et si je m'étais trompée? Et s'il avait juste mis des vitamines, un médicament anodin? Non. Le geste était trop furtif, trop coupable. Puis, le moment est arrivé. Isabelle, après avoir terminé un long monologue sur ses exploits professionnels, a levé son verre mon verre. Je propose un toast, a-t-elle annoncé d'une voix forte. À Antoine et Hélène. 20 ans de mariage, ce n'est pas rien. À vous deux. Tout le monde a levé son verre. Je l'ai regardé, le souffle coupé. Je l'ai vu porter le verre à ses lèvres et en boire une longue gorgée. En reposant son verre, elle m'a lancé un regard par-dessus la table. Un regard triomphant, plein de satisfaction. Ce regard m'a glacé le sang. Il confirmait mes pires craintes. Il y avait bien quelque chose dans ce verre. Et ce regard disait, c'est fini pour toi. Les 30 minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je faisais semblant de manger, de participer à la conversation, mais tous mes sens étaient en alerte, fixés sur Isabelle. Au début, rien. Elle continuait de parler, de rire. J'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être que j'avais tout imaginé? Et puis, soudain,
elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase. Sa main, tenant sa fourchette, a commencé à trembler. Un spasme a parcouru son visage. Ses yeux se sont écarquillés, remplis d'une surprise mêlée de peur. « Isabelle, ça va ?» a demandé Antoine, le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle a essayé de répondre, mais seul un son rauque est sorti de sa gorge. Elle a porté ses mains à sa poitrine, sa respiration devenant sifflante. Des plaques rouges sont apparues sur son cou et son visage. La fourchette est tombée de sa main dans un bruit strident. Je ne me sens pas bien, a-t-elle réussi à articuler. Puis ses yeux se sont révulsés, et elle a glissé lentement de sa chaise, s'effondrant sur le sol. Le sourire triomphant s'était transformé en un masque d'horreur. Le chaos a éclaté. La mère d'Antoine a poussé un cri perçant qui a fait taire tout le restaurant. Antoine s'est précipité vers sa sœur, la secouant, appelant son nom. « Appelez une ambulance. »« Vite » a-t-il hurlé, sa voix tremblant de panique. Les serveurs couraient dans tous les sens, le gérant était au téléphone avec les urgences. Moi, j'étais là, assise, paralysée. Je regardais la scène se dérouler comme si j'étais spectatrice d'un film d'horreur. Une partie de moi était terrifiée. L'autre, une petite voix froide et sombre, pensait, « Voilà ce que ton mari me réservait. » Les secours sont arrivés en quelques minutes. Ils ont placé Isabelle, inconsciente, sur un brancard. Ils ont posé des questions rapides. Qu'a-t-elle mangé, bu? Avait-elle des allergies? Antoine, pâle comme un linge, répondait de manière confuse, sans jamais me regarder. Je vais avec elle, a déclaré sa mère, en larmes. Moi aussi, a ajouté Antoine. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois, il m'a vraiment regardé. Il y avait dans ses yeux un mélange de peur, de colère et de suspicion. Toi, tu rentres à la maison avec mon père, a-t-il ordonné d'un ton sec. On t'appellera. Je n'ai pas protesté. Je les ai regardés partir, emportant Isabelle entre la vie et la mort. Je suis restée seule à table avec mon beau-père, Bernard. Le silence était assourdissant, seulement brisé par les murmures des autres clients. Bernard a soupiré et m'a regardé longuement. C'est une drôle d'histoire, n'est-ce pas, Hélène, a-t-il dit à voix basse. Je ne savais pas quoi répondre. Savait-il quelque chose? Me soupçonnait-il? Ou soupçonnait-il son propre fils? J'ai simplement hoché la tête. Le trajet de retour en taxi a été silencieux. Je regardais les lumières de Paris défiler, mon esprit en ébullition. J'étais rentré dans un jeu dangereux, un jeu dont je ne maîtrisais pas les règles. En arrivant devant notre grande maison de Neuilly-sur-Seine, une demeure qui ne m'avait jamais vraiment semblé être la mienne, Bernard s'est tourné vers moi. Je vais te laisser. Appelle-moi si tu as besoin. Il y avait quelque chose dans son ton, une lueur dans ses yeux, qui me disait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. À l'intérieur, la maison était vide et silencieuse. J'ai allumé toutes les lumières, comme pour chasser les ombres et les pensées terrifiantes qui m'assaillaient. J'étais seule, piégée dans cette prison dorée. Et si Isabelle mourait? Serais-je accusée de meurtre? Comment prouver que c'était Antoine qui avait tenté de m'empoisonner? Je n'avais aucune preuve, seulement ma parole contre la sienne. Le téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était Antoine. Sa voix était tendue. Isabelle est en soins intensifs. Les médecins parlent d'un empoisonnement. Ils pensent que ce n'est pas accidentel. Un long silence a suivi. Puis il a demandé, d'une voix soudainement glaciale, « Dis-moi, Hélène, tu n'as pas bu ton verre de vin, n'est-ce pas? » Presque pas. Mon cœur a raté un battement. Non, ai-je menti? Je n'avais pas très soif. Étrange, a-t-il dit, sa voix pleine de sous-entendus. Très étrange. Il a raccroché. J'ai compris à cet instant que j'étais en danger. Il savait. Il ne savait pas comment, mais il savait que j'avais déjoué son plan. Et il n'allait pas en rester là. La panique m'a envahi. Je devais partir. Mais où aller? C'est alors que la sonnette a retenti. Il était plus de minuit. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé par le Judas. 2 policiers en uniforme se tenaient sur le perron. Madame Hélène Dubois? Nous avons quelques questions à vous poser. J'ai ouvert la porte,
mes mains tremblantes. Ils sont entrés et ont commencé leur interrogatoire. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelqu'un s'est-il approché du verre de Madame Isabelle Dubois? Connaissez-vous des ennemis à elle? Je mentais, encore et encore, niant tout en bloc, essayant de paraître crédible. Après leur départ, je me suis effondrée sur une chaise. C'était trop. J'étais prise au piège. Je suis montée dans notre chambre et j'ai commencé à faire un petit sac, machinalement. Vêtements, papier, un peu d'argent liquide. Je devais fuir. Alors que je m'apprêtais à sortir, mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro masqué. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Une voix déformée, basse et rauque, a murmuré à l'autre bout du fil. Ce n'était pas Antoine. Ce n'était pas la police. C'était une voix que je n'avais jamais entendue. Hélène Dubois. Nous savons ce que vous avez fait. Et nous savons ce que votre mari a fait. Vous avez mis le nez dans des affaires qui vous dépassent. Partez. Disparaissez. Si vous parlez à la police, si vous essayez de contacter qui que ce soit, nous vous retrouverons. Et nous retrouverons votre fille, Léa. L'appel s'est terminé. La clé que Bernard m'avait donnée était froide dans ma main tremblante. Je ne savais pas ce que tout cela signifiait, mais le regard de mon beau-père, la suspicion d'Antoine, les questions de la police et maintenant cet appel menaçant me disaient une chose, ma vie était en danger. Et ce n'était que le début. Je me suis rendue à l'adresse indiquée, ne sachant pas si je marchais vers la vérité, ou droit dans un piège. La menace concernant ma fille, Léa, a agi comme un électrochoc. Léa était en pensionnat en Suisse, je la pensais en sécurité. Mais cet appel prouvait que ces gens, quels qu'ils soient, pouvaient l'atteindre. La peur pour moi-même s'est transformée en une terreur glaciale pour elle. Je devais non seulement survivre, mais aussi comprendre pour la protéger. J'ai immédiatement appelé mon unique amie de confiance, Sophie. C'est une amie d'université, une femme brillante et pragmatique qui travaille comme expert comptable. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste dit « Viens ». Tout de suite. J'ai conduit toute la nuit, le cœur au bord des lèvres, vérifiant constamment mon rétroviseur, paranoïaque à l'idée d'être suivie. Je suis arrivée chez elle, dans son petit appartement de Versailles, à l'aube. Épuisée, terrifiée, je me suis effondrée et je lui ai tout raconté. Le dîner, le poison, l'échange, l'effondrement d'Isabelle, la police, et l'appel menaçant. Sophie m'a écoutée sans m'interrompre, une tasse de thé chaud entre les mains. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas paniqué. Elle est devenue la comptable. D'accord, a-t-elle dit calmement. Il nous faut des faits. Oublions les émotions pour l'instant. Un homme comme Antoine ne fait pas ça sur un coup de tête. Il y a forcément un mobile. L'argent est le plus probable. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous nous sommes installés devant son ordinateur et nous avons commencé à creuser. C'est là que j'ai pris conscience de mon ignorance. Pendant 20 ans, j'avais vécu dans une bulle dorée, sans jamais m'intéresser aux détails des affaires d'Antoine. Il disait toujours que c'était pour me protéger des soucis. En réalité, c'était pour me maintenir dans l'ignorance. Sophie, avec son expertise, a commencé à naviguer sur des sites d'information financière, des registres de commerce. Ce que nous avons découvert était alarmant. La société d'Antoine, spécialisée dans l'immobilier de luxe, était en chute libre. Plusieurs articles de presse économique, passés inaperçus pour moi, parlaient de projets surévalués et de difficultés de financement. Nous avons trouvé des archives publiques montrant que plusieurs de ces filiales avaient été mises en liquidation judiciaire. L'empire d'Antoine n'était qu'une façade qui s'effritait. Les amis, je sais que cette histoire est folle, mais restez avec moi, car ce que nous avons découvert cette nuit-là n'était rien comparé à la bombe qui allait être lâchée le lendemain. Nous étions en train de tirer sur un fil, et ce fil menait directement à un abîme de mensonges et de secrets. Pendant que Sophie cherchait, je me suis souvenu de la clé et de l'adresse que Bernard m'avait donnée. C'était une consigne automatique dans une petite gare de banlieue. La peur au ventre, j'ai décidé d'y aller. C'était peut-être un piège, mais c'était aussi mon seul espoir de comprendre. J'ai laissé un mot à Sophie, lui disant où j'allais et de contacter la police si je ne revenais pas dans 2 heures. La gare était presque déserte. J'ai trouvé la consigne,
j'ai inséré la clé et j'ai tourné. Le casier s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait une simple enveloppe Kraft. Mon cœur battait la chamade. J'ai pris l'enveloppe et je suis reparti aussi vite que possible, sans me retourner. Je ne l'ai ouverte qu'une fois de retour dans la sécurité de l'appartement de Sophie. L'enveloppe contenait une clé USB et un seul mot, écrit de la main de Bernard: la vérité est douloureuse. Sois forte. Nous avons inséré la clé USB dans l'ordinateur. Elle contenait plusieurs dossiers. Le premier était rempli de photos. Des photos d'Antoine avec une autre femme. Une jeune femme, blonde, magnifique. Ils s'embrassaient devant un hôtel, se tenaient la main dans un parc. Mon mari menait une double vie depuis plus d'1 an. La douleur était fulgurante, mais ce n'était que le début. Le deuxième dossier contenait des documents financiers. Des relevés bancaires offshore, des contrats de prêt avec des sociétés au nom obscur, des emails échangés avec des individus menaçants. Les dettes d'Antoine n'étaient pas seulement commerciales. Il devait des millions à des gens très dangereux. C'étaient eux, les auteurs de l'appel anonyme. Le troisième dossier m'a achevé. C'était une copie de mon contrat d'assurance vie. Il y a 6 mois, Antoine m'avait fait signer une mise à jour. Le montant de l'assurance avait été porté à 5 millions d'euros. Le seul bénéficiaire était Antoine Dubois. Le mobile était là, froid, implacable. Il voulait me tuer pour l'argent, pour effacer ses dettes et recommencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. Et Isabelle, sa chère sœur, était sa complice. J'ai regardé Sophie, les larmes coulant sur mes joues. Il voulait me tuer, ai-je soufflé. C'était son plan depuis le début. Mais avant qu'elle puisse répondre, j'ai vu un dernier fichier, isolé, que nous n'avions pas encore ouvert. Il était nommé « confidentiel-BA ». Je l'ai ouvert. C'était un rapport médical. Le nom du patient était Antoine Dubois. J'ai lu les conclusions, et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le lendemain, je suis allé rencontrer Bernard au café qu'il m'avait indiqué, non plus comme une femme perdue, mais comme une femme qui détenait une partie de la terrible vérité, ne sachant pas si j'allais affronter un complice ou un allié. Mon monde s'est écroulé. Mon mari n'était pas seulement un monstre, il était aussi un homme mourant et désespéré. Mais avant que je puisse assimiler cette révélation, mon téléphone a sonné. C'était ma fille, Léa, sa voix remplie de panique. Le café était un petit bistrot parisien typique, un de ces endroits où l'on peut se perdre dans l'anonymat. J'ai choisi une table au fond, le dos au mur. Bernard est arrivé quelques minutes plus tard. Il avait l'air fatigué, vieilli de 10 ans en une seule nuit. Il s'est assis en face de moi, a commandé 2 expressos sans me demander mon avis, comme s'il savait que j'aurais besoin de toute l'énergie possible pour affronter ce qui allait suivre. « Tu as ouvert l'enveloppe » a-t-il dit, plus comme une constatation qu'une question. « Oui » ai-je répondu, ma voix à peine un murmure. « J'ai tout vu. Les dettes, la maîtresse, l'assurance vie. Je sais pourquoi il a fait ça. » Bernard a secoué la tête lentement. « Non, Hélène. Tu ne sais pas tout. Tu connais le « comment », mais pas le « pourquoi » le plus profond, le plus sombre. » Il s'est penché en avant, sa voix baissant d'un ton. « Isabelle est sortie de l'hôpital ce matin. Elle va bien. Les médecins ont dit qu'elle a eu une chance incroyable. Et la première chose qu'elle a faite a été d'aller à la police. » Mon cœur s'est serré. « Pour dire quoi ? » « Pour dire qu'elle t'a vu échanger les verres, » a dit Bernard, me regardant droit dans les yeux. « Elle a tout mis sur ton dos. Elle prétend que tu étais jalouse, que tu voulais l'éliminer pour une vieille querelle de famille. Elle a transformé la tentative de meurtre de son frère en un acte de vengeance de ta part. La trahison était totale. Non seulement ils avaient essayé de me tuer, mais maintenant, ils essayaient de me faire porter le chapeau. Personne ne la croira, ai-je dit, essayant de me convaincre moi-même. Peut-être, a répondu Bernard. Mais c'est sa parole contre la tienne. Et tu es la seule qui n'a rien bu. Aux yeux de la police, cela fait de toi une suspecte. Il a sorti un vieux téléphone de sa poche et l'a fait glisser sur la table vers moi. C'est un téléphone prépayé. Sûr. J'ai fait une copie de la clé USB. Je l'ai remise à un avocat de confiance. Il attend ton appel. Ces preuves peuvent te disculper.
Elle montre le mobile d'Antoine. Je l'ai regardé, perplexe. Pourquoi? Pourquoi m'aidez-vous, Bernard? Vous êtes son père. Un long silence s'est installé. Il a regardé par la fenêtre, le regard perdu dans le vague. J'aime mon fils, Hélène, a-t-il finalement dit, sa voix brisée. Plus que tout au monde. Mais l'homme qui a fait ça, ce n'est plus mon fils. Depuis des mois, je le voyais changer. Devenir plus dur, plus secret, plus froid. J'ai mis ça sur le compte du stress, des affaires. J'ai été aveugle. Quand l'incident au restaurant est arrivé, j'ai compris. J'ai compris que la ligne rouge avait été franchie. Je ne peux pas le laisser détruire ta vie, et surtout, je ne peux pas le laisser détruire l'avenir de Léa. Isabelle a toujours été son mauvais génie, a-t-il continué avec amertume. Elle l'a toujours poussé à être plus impitoyable, plus ambitieux. Elle a nourri son côté sombre. Quand ses affaires ont commencé à péricliter, c'est elle qui lui a soufflé cette idée monstrueuse. Elle l'a convaincu que c'était la seule solution. Je sentais les larmes me monter aux yeux, mais je les ai ravalées. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de comprendre. Il y avait autre chose, ai-je dit. Dans la clé USB. Un dossier, un rapport médical. Le visage de Bernard s'est décomposé. Il a fermé les yeux, comme s'il portait tout le poids du monde sur ses épaules. Alors tu sais, a-t-il murmuré. Une tumeur au cerveau. Inopérable. Moins de 6 mois à vivre, ai-je récité, les mots sonnant faux et irréels. Est-ce que c'est vrai? Il a hoché la tête. Il l'a appris il y a 8 mois. Il ne nous a rien dit. Ni à moi, ni à sa mère, ni à Isabelle. Il a décidé de tout affronter seul. Je ne l'ai découvert que récemment, en fouillant dans ses affaires, cherchant à comprendre l'origine de ses dettes. Soudain, tout prenait un sens nouveau et tragique. Sa froideur, sa distance, sa prise de risque insensée dans les affaires, ce n'était pas seulement de l'avidité. C'était le désespoir d'un homme condamné, essayant frénétiquement de laisser quelque chose derrière lui pour sa famille. Un héritage bâti sur un mensonge et un meurtre. Cela n'excusait rien, mais cela expliquait tout. Il ne voulait pas seulement l'argent pour sa maîtresse. Il voulait s'assurer que sa fille, Léa, serait à l'abri du besoin après sa mort. Et dans son esprit malade et désespéré, j'étais devenu un obstacle. Il est devenu fou, Hélène, a dit Bernard. La maladie, la pression des dettes, l'influence toxique d'Isabelle, tout ça a créé un cocktail mortel qui a détruit l'homme qu'il était. Je suis restée silencieuse, essayant d'absorber cette révélation. Mon mari n'était pas seulement un monstre, il était aussi une victime. Une victime de sa propre ambition, de sa maladie, de sa sœur. C'était un homme brisé qui avait décidé de tout briser autour de lui. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, mon téléphone, mon vrai téléphone, a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti. L'écran affichait « Ma chérie Léa ». Mon cœur a bondi de joie, puis s'est immédiatement serré d'angoisse. Pourquoi m'appelait-elle à cette heure-ci, en pleine journée de cours? J'ai décroché. Léa? Tout va bien? Maman? Sa voix était un sanglot. Maman, où es-tu? Il y a eu un problème à l'école. Oncle Antoine est venu me chercher. Il a dit qu'il y avait une urgence familiale. Mais il ne m'emmène pas à la maison. Il conduit vite, il ne veut pas me dire où on va. Maman, j'ai peur. Léa, calme-toi, ma chérie. Écoute-moi, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable malgré la panique qui me glaçait les os. Où êtes-vous? Peux-tu voir des panneaux, des indications? Je ne sais pas, maman, des arbres, on est sur une autoroute. Sa voix s'est brisée. Il vient de me prendre le téléphone. La communication s'est coupée. J'ai regardé Bernard, mes yeux écarquillés par la terreur. Il a pris Léa, ai-je haleté. Antoine a enlevé notre fille. Le visage de Bernard est devenu livide. La tristesse a laissé place à une fureur froide. Le lâche, a-t-il sifflé entre ses dents. Utiliser sa propre fille? Il n'a pas terminé sa phrase. Il a attrapé le téléphone sécurisé qu'il m'avait donné. Appelle l'avocat. Tout de suite. Dis-lui tout.
Je vais essayer de joindre Antoine. Il faut gagner du temps. Pendant que Bernard tentait désespérément d'appeler son fils, qui ne répondait évidemment pas, j'ai contacté l'avocat, Maître Leclerc. D'une voix tremblante, je lui ai expliqué la situation, le plan d'Antoine, les preuves sur la clé USB, la trahison d'Isabelle, et maintenant, l'enlèvement de Léa. Maître Leclerc était un homme d'action. Ne bougez pas, m'a-t-il dit d'un ton calme et autoritaire. J'ai un contact au placé à la brigade de répression du banditisme. Je lui transmets les preuves immédiatement. Votre fille devient la priorité absolue. Mais ils auront besoin de votre témoignage officiel. Pouvez-vous vous rendre au 36, quai des Orfèvres? Le 36. Le siège mythique de la police judiciaire parisienne. Tout devenait terriblement réel. J'y vais, ai-je dit. Bernard a raccroché son téléphone, le visage sombre. Aucune réponse. Il a dû éteindre son téléphone. Il m'a regardé. La police est la seule solution maintenant. Vas-y, Hélène. Je vais aller parler à ma femme. Elle doit savoir. Il avait l'air d'un homme allant à l'échafaud. Annoncer à sa femme que leur fils était un meurtrier en puissance et un kidnappeur. Je suis sortie du café, laissant Bernard à son triste sort. J'ai sauté dans un taxi, le cœur battant à un rythme effréné. Chaque feu rouge, chaque embouteillage était une torture. J'imaginais ma fille, seule, terrifiée, avec un père qu'elle ne reconnaissait plus. Un père poussé à bout par la maladie et le désespoir. Était-il encore capable de raisonner? Ou avait-il basculé dans une folie sans retour? Au siège de la PJ, j'ai été conduite dans le bureau d'un commandant nommé Valois. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, le regard perçant, qui avait visiblement déjà reçu les informations de Maître Leclerc. Il ne m'a pas fait perdre de temps. Madame Dubois, nous prenons cette affaire très au sérieux. Une alerte enlèvement discrète a été lancée. Nous essayons de localiser le véhicule de votre mari. Maintenant, racontez-moi tout. Depuis le début. Ne négligez aucun détail. Pendant près de 2 heures, j'ai déballé ma vie. Les 20 ans de mariage, la relation toxique avec Isabelle, les doutes récents, la scène au restaurant, la fuite, les découvertes avec Sophie, la rencontre avec Bernard, la révélation sur la maladie d'Antoine. Le commandant Valois écoutait, prenait des notes, son visage impénétrable. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Votre mari est un homme aux abois, a-t-il finalement dit. Il n'a plus rien à perdre. C'est ce qui le rend extrêmement dangereux. Il pense probablement que sa fille est sa seule monnaie d'échange. À ce moment précis, son téléphone a sonné. Il a décroché, a écouté, et son expression s'est durcie. D'accord. Tenez-moi au courant. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. Isabelle Dubois a été placée en garde à vue pour complicité de tentative d'assassinat. Elle a tout avoué. Le plan, son rôle de manipulatrice. Elle a confirmé chaque élément que vous nous avez donné. C'était une petite victoire, mais elle n'avait aucun goût. Ma fille était toujours dans la nature. Soudain, mon propre téléphone, posé sur le bureau, s'est mis à vibrer. Numéro inconnu. Le commandant Valois m'a fait signe de répondre et d'activer le haut-parleur. J'ai obéi, ma main tremblante. Allô? C'était la voix d'Antoine. Calme. Terriblement calme. Hélène. J'espère que tu n'as pas fait de bêtises. Antoine, où est Léa? Laisse-la partir, je t'en supplie. Elle va bien. Pour l'instant. Sa voix était dénuée de toute émotion. Elle est avec moi. Et elle restera avec moi jusqu'à ce que tu fasses ce que je te demande. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je crié, les larmes aux yeux. Écoute-moi bien. J'ai une maison de famille en Normandie, près de Deauville. Tu sais de laquelle je parle. Je veux que tu viennes ici. Seul. Tu as 3 heures. Si je vois une seule voiture de police, si je soupçonne le moindre piège, tu ne reverras jamais ta fille. Est-ce que c'est clair? Le commandant Valois me faisait de grands gestes, secouant la tête, me mimant de refuser. Mais je ne pouvais pas. C'était ma fille. C'est clair, ai-je répondu, contre l'avis du policier. J'arrive.
Bien, a dit Antoine. Ne fais rien d'imprudent, Hélène. La vie de notre fille est entre tes mains. Il a raccroché. J'ai levé les yeux vers le commandant. Je dois y aller. Madame Dubois, c'est un piège, a-t-il dit fermement. Il veut vous attirer là-bas. Vous serez son deuxième otage. C'est ma fille, ai-je répété, ma voix brisée mais ma décision prise. Je dois y aller. Le commandant m'a regardé longuement, puis a soupiré. D'accord. Vous irez. Mais pas seul. La course contre la montre avait commencé. Au moment où il a prononcé ces mots, j'ai compris qu'il avait franchi un point de non-retour. Et c'est à ce moment-là que les sirènes de la police ont retenti au loin. Le piège s'était refermé. Le plan était risqué, mais c'était le seul que nous avions. J'allais conduire ma propre voiture jusqu'à la maison de Deauville. Une équipe du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, me suivrait à distance, dans des véhicules banalisés. Ils établiraient un périmètre de sécurité autour de la propriété et attendraient mon signal. J'étais équipé d'un micro dissimulé et d'un bouton de panique. L'objectif était de localiser Léa, d'assurer sa sécurité, et de neutraliser Antoine, de préférence sans violence. Le trajet de 2 heures sur l'autoroute A13 a été le plus long de mon existence. Chaque kilomètre me rapprochait de l'homme que j'avais aimé et qui était devenu mon pire cauchemar. J'essayais de me concentrer sur les instructions du commandant Valois, parlez-lui, gagnez du temps. Essayez de le raisonner. Ne le provoquez pas. Votre objectif est de nous permettre d'intervenir dans les meilleures conditions. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était le visage terrifié de ma fille. La maison était une grande bâtisse normande, isolée au milieu des champs. Un endroit où nous avions passé tant de week-ends heureux, qui me semblait maintenant sinistre. La voiture d'Antoine était garée devant. Ils étaient là. J'ai coupé le moteur, pris une profonde inspiration, et je suis sorti. L'air frais de la campagne contrastait avec la boule de feu dans mon estomac. La porte s'est ouverte avant même que j'aie eu le temps de frapper. Antoine se tenait sur le seuil. Il avait changé. Amaigri, le teint cireux, les yeux cernés. La maladie le rongeait visiblement. Mais son regard était dur, déterminé. « Tu es venu seul ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je menti. » Il m'a scruté un long moment, puis m'a fait signe d'entrer. « Bien. Entre. » L'intérieur était sombre, tous les volets étaient fermés. « Où est Léa ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « En haut. Elle dort. » Je lui ai donné un léger calmant. Elle était, agitée. Un calmant. Il avait drogué sa propre fille. La nausée m'a prise. Je veux la voir. Pas tout de suite, a-t-il dit en fermant la porte à clé. D'abord, toi et moi, on va parler. Il m'a conduite au salon. Une mallette était posée sur la table basse. Je sais tout, Antoine, ai-je commencé, essayant de paraître plus courageuse que je ne l'étais. Pour l'assurance vie, pour Isabelle, pour tes dettes. Et pour ta maladie. Son visage s'est contracté. Bernard t'a parlé. Le vieil idiot sentimental. Il voulait seulement t'aider. M'aider, a-t-il ricané. Personne ne peut m'aider. C'est fini pour moi, Hélène. Tu comprends? Fini. Mais ce n'est pas fini pour Léa. Je ne la laisserai pas sans rien. Je ne laisserai pas ces vautours prendre ce qui lui revient. Ces vautours? Tu parles de tes créanciers? Les gens qui m'ont menacé? Ils sont devenus impatients, a-t-il admis. Ils ont commencé à me faire pression. C'est pour ça que tout s'est accéléré. Le plan initial était différent. Plus lent. Moins brutal. Il a ouvert la mallette. Elle était remplie de documents. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas signer ces papiers. C'est un acte de transfert de tous tes biens, de toutes tes actions, de ta part de cette maison, vers un trust au nom de Léa. Un trust que je contrôle. Et si je refuse? Alors Léa et moi, nous disparaissons, a-t-il dit froidement. Tu ne la reverras plus jamais. Je l'emmènerai dans un pays sans traité d'extradition. Elle grandira en pensant que sa mère l'a abandonnée. C'était un chantage odieux. Comment peux-tu faire ça à ta propre fille? Ai-je sangloté.
Je fais ça pour elle, a-t-il hurlé, son calme s'effritant pour la première fois. Pour qu'elle ait un avenir. Un avenir que je n'aurai pas. Un avenir que tu m'as empêché de lui assurer en survivant. La cruauté de ces mots m'a frappé en plein cœur. Il me reprochait d'être en vie. J'ai essayé de gagner du temps. D'accord. D'accord, je vais signer. Mais laisse-moi voir Léa d'abord. Juste une minute. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Il a hésité, puis a semblé se radoucir. Très bien. Mais pas de scandale. Tu la regardes, et tu redescends. Nous sommes montés à l'étage en silence. Mon cœur battait à l'unisson avec le grincement des marches. Il a ouvert la porte de la chambre d'amis. Léa était là, allongée sur le lit, endormie. Elle avait l'air si paisible, si innocente. J'ai réprimé un sanglot. Je me suis approchée, j'ai caressé ses cheveux. Elle était chaude, elle respirait. Elle était vivante. Ça suffit, a dit Antoine. On redescend. En retournant au salon, une question me brûlait les lèvres. Une question qui pouvait tout changer. Antoine, ses créanciers, ils savent que Léa est ici? Il a eu un sourire étrange, presque suffisant. Bien sûr que non. Il me croit seul. Il me cherche partout, sauf ici. Alors où pense-t-il que tu es? Je leur ai fait croire que j'allais récupérer de l'argent en Suisse. Ils m'attendent là-bas. Des idiots. C'était l'information dont le GIGN avait besoin. Mais c'était aussi mon pire cauchemar. Il n'y avait pas de menace extérieure. Le seul danger pour Léa, c'était son père. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit la phrase qui a tout scellé. Mais ne t'inquiète pas pour eux, a-t-il ajouté, en sortant un revolver de la mallette. Je me suis préparé. Si quelqu'un essaie de m'arrêter, que ce soit la police ou eux, personne ne sortira d'ici vivant. Ni toi, ni moi, ni Léa. Au moment où il a prononcé ces mots, j'ai compris qu'il avait franchi un point de non-retour. Il ne bluffait pas. Il était prêt à tous nous emmener dans sa chute. C'est à cet instant précis que, comme dans un film, les premières sirènes de police ont commencé à hurler au loin, se rapprochant rapidement. Le piège s'était refermé. Le son strident des sirènes a déchiré le silence de la campagne. Le visage d'Antoine s'est décomposé. La suffisance a laissé place à une fureur paniquée. Tu m'as trahi, a-t-il hurlé, en me saisissant par le bras. Tu les as amenés ici. Le revolver était maintenant pressé contre ma tempe. Son contact froid était la chose la plus réelle que j'ai jamais sentie. Non, Antoine, je le jure, ai-je crié, la peur me submergeant. Je suis venu seul. Ne me mens pas. Un haut-parleur a retenti à l'extérieur. Antoine Dubois. C'est la gendarmerie. La maison est encerclée. Sortez les mains en l'air et sans votre arme. Libérez votre fille. Jamais, a-t-il crié en direction de la fenêtre. Il m'a traîné avec lui, me utilisant comme bouclier humain. Je pouvais voir à travers les fentes des volets les ombres des hommes du GIGN qui prenaient position. Dis-leur de partir, m'a-t-il ordonné, le canon du revolver s'enfonçant dans ma peau. Dis-leur que si un seul d'entre eux s'approche, je te tue. J'ai crié aussi fort que je pouvais, espérant que le micro capterait tout. Il a une arme. Il me tient en otage. Léa est à l'étage, endormie. Ne faites rien de stupide. Les secondes qui ont suivi ont été une éternité de silence tendu. Antoine tremblait, partagé entre la rage et la peur. Je voyais dans ses yeux la bête acculée, prête à tout. Il n'y avait plus d'issue pour lui. La prison ou la mort. Et il était en train de choisir. C'est de ta faute, a-t-il murmuré, sa voix rauque. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu avais été une meilleure épouse? Si tu m'avais soutenue? Si tu étais morte comme prévu? Chaque mot était un coup de poignard. Il était en train de réécrire l'histoire, de faire de moi la coupable de sa propre déchéance. La maladie, les dettes, la manipulation d'Isabelle, tout était effacé. Il ne restait que sa haine. Soudain, un bruit sourd a secoué la porte d'entrée. Le GIGN utilisait un bélier. C'était le début de l'assaut. La réaction d'Antoine a été fulgurante.
Il m'a poussé violemment au sol et s'est précipité vers l'escalier. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura, a-t-il hurlé. Je n'ai pas réfléchi. L'adrénaline a pris le dessus. Il allait chercher Léa. Pour la tuer. Ou pour l'utiliser comme bouclier. Je me suis jetée sur ses jambes alors qu'il commençait à monter. Nous sommes tombés tous les deux dans un enchevêtrement de membres. Le revolver a glissé de sa main, détonnant en heurtant le sol. La balle s'est fichée dans le plafond, faisant pleuvoir du plâtre sur nous. J'ai rampé vers l'arme, mais il a été plus rapide. Il m'a repoussé d'un coup de pied violent dans l'estomac. Le souffle coupé, je l'ai vu ramasser le revolver. Au même moment, la porte d'entrée a volé en éclats. Des silhouettes noires, casquées et lourdement armées, ont fait irruption dans la maison. Gendarmerie. Jetez votre arme. Antoine s'est relevé, le revolver à la main. Il a regardé les hommes du GIGN, puis m'a regardé, moi, à terre. Son visage était un masque de désespoir absolu. Il était piégé. Fini. Il a levé l'arme, mais pas vers les gendarmes. Pas vers moi. Il l'a pointé vers son propre cœur. Antoine, non, ai-je crié. Nos regards se sont croisés une dernière fois. Dans ses yeux, j'ai vu un éclair de l'homme que j'avais aimé. Un éclair de regret. Un éclair de tristesse infinie. Puis, il a fermé les yeux. Le coup de feu a claqué, assourdissant, dans le silence soudain. Son corps a été projeté en arrière par l'impact. Il s'est effondré au pied de l'escalier, inerte. Le silence. Un silence total, profond, seulement brisé par ma propre respiration haletante. Je suis resté là, à genoux sur le sol froid, regardant l'homme avec qui j'avais partagé 20 ans de ma vie, le père de ma fille, gisant dans une mare de sang qui s'étendait lentement sur le parquet. Les gendarmes se sont approchés prudemment, puis se sont précipités. La cible est neutralisée. Sécurisez l'étage. L'otage est en état de choc mais saine et sauve. Des mains m'ont aidé à me relever. On m'a enveloppé dans une couverture. Je ne sentais rien. Ni le froid, ni la douleur, ni la peur. Juste un vide immense. Une infirmière du GIGN m'a examiné, m'a parlé, mais je n'entendais pas ses mots. Mes yeux étaient fixés sur le corps d'Antoine. Puis, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Un gendarme descendait, portant dans ses bras le corps endormi de ma fille. Il l'avait enveloppé dans une couverture. Il me l'a tendu. J'ai pris ma fille dans mes bras. Son poids, sa chaleur, c'était la seule chose réelle dans ce cauchemar. Je l'ai serrée contre moi, enfouissant mon visage dans ses cheveux, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour elle, pour moi, et même pour l'homme qui venait de mourir. J'ai pleuré pour la vie que nous avions eue, et pour la tragédie qui l'avait détruite à jamais. Antoine était mort. Mais ma bataille n'était pas terminée. Ma fille était toujours entre les mains de criminels. Et je ferais n'importe quoi pour la récupérer. Enfin, c'est ce que je croyais, avant de comprendre la terrible vérité. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de procédures administratives et de chagrin. Déposition, interrogatoire, psychologue. Léa s'est réveillée à l'hôpital, confuse et effrayée. Lui annoncer la mort de son père a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Elle a hurlé, pleuré, m'a accusée. Elle ne comprenait pas. Pour elle, son père était un héros qui était venu la chercher à l'école. Comment lui expliquer la noirceur qui s'était emparée de lui? Bernard et sa femme, Elisabeth, se sont effondrés. Elisabeth a fait une crise cardiaque en apprenant la vérité. Elle a survécu, mais elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Bernard, malgré son propre deuil, a été un roc. Il a géré les obsèques, une cérémonie simple et rapide, à laquelle seules quelques personnes ont assisté. Il a fait face à la presse, aux rumeurs, aux scandales. Isabelle, quant à elle, a été inculpée de provocation au meurtre et complicité. Face aux preuves accablantes, elle a été condamnée à une lourde peine de prison. Sa haine avait fini par tout détruire, y compris sa propre vie. La question des dettes d'Antoine est vite arrivée sur la table. L'avocat, Maître Leclerc, a été très clair. L'héritage d'Antoine était un cadeau empoisonné. Ses actifs étaient bien inférieurs à ses dettes colossales.
Si nous acceptions l'héritage, nous hériterions aussi de la ruine. Sur son conseil, Léa et moi avons officiellement renoncé à la succession. Nous avons tout perdu, la maison de Neuilly, les comptes en banque, les investissements. Tout a été saisi par les créanciers. Il ne nous restait que ma petite épargne personnelle et l'appartement que mes parents m'avaient légué à Lyon, ma ville natale. Ce fut une bénédiction déguisée. Paris était devenu un cimetière de souvenirs. Chaque rue, chaque parc me rappelait Antoine et la vie que nous avions construite. Nous avions besoin de partir, de recommencer. Nous avons donc fait nos valises, laissant derrière nous 20 ans de notre vie, et nous sommes retournés à Lyon. La reconstruction a été lente et douloureuse. Léa était en colère. Contre son père, pour sa trahison. Contre moi, pour lui avoir caché la vérité si longtemps. Contre le monde entier. Elle a abandonné ses études de commerce, disant que tout ce qui touchait à l'argent la dégoûtait. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre. Je me sentais impuissante. Comment réparer une blessure aussi profonde? J'ai trouvé un petit travail de vendeuse dans une librairie pour subvenir à nos besoins. C'était un changement radical par rapport à ma vie d'avant, mais j'aimais le calme, l'odeur des livres, les conversations tranquilles avec les clients. C'était un baume sur mon âme meurtrie. Un jour, quelques mois après notre déménagement, j'ai reçu un appel de Bernard. Il m'a annoncé une nouvelle qui a ajouté une couche de complexité à notre drame. Il avait engagé des détectives privés pour enquêter sur les créanciers d'Antoine. Ce qu'il avait découvert était stupéfiant. Ce n'étaient pas de simples usuriers, Hélène m'a-t-il expliqué. C'était une organisation criminelle bien plus vaste. Et ce n'est pas tout. Le leader de cette organisation, c'était un vieil ami d'université d'Antoine. Un homme nommé Dubois. Il a profité de la situation désespérée d'Antoine pour le plumer, puis pour le pousser à commettre l'irréparable. Ce fameux Monsieur Dubois. C'était un nom que j'avais déjà entendu. Un homme charmant, sophistiqué, que nous avions reçu à dîner plusieurs fois. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il était un chef de la pègre. Il avait manipulé Antoine autant qu'Isabelle l'avait fait. Mon mari était pris dans un étau, pressé de toutes parts par des forces malveillantes. Cette révélation a étrangement aidé Léa. Le fait de pouvoir mettre un nom et un visage sur une partie du mal qui avait détruit notre famille lui a donné un exutoire à sa colère. Ce n'était plus seulement son père le monstre. Il y avait d'autres monstres, bien réels. Grâce aux informations de Bernard, la police a pu rouvrir une partie de l'enquête et Dubois a finalement été arrêté. La justice suivait son cours, lentement mais sûrement. Voir ce manipulateur derrière les barreaux a été un tournant pour Léa. Elle a commencé à sortir de sa chambre, à me parler. Un soir, elle est venue s'asseoir à côté de moi dans le salon. « Maman » a-t-elle dit. « Je suis désolée. Pour ma colère. J'ai compris que tu as fait tout ce que tu pouvais. Il n'y a rien à pardonner, ma chérie, ai-je répondu en la prenant dans mes bras. Je veux faire quelque chose, a-t-elle continué. Je ne veux plus être une victime. Je veux comprendre pourquoi les gens font des choses horribles. Je veux aider les gens qui ont souffert comme nous. Nous avions tout perdu, notre maison, notre argent, notre statut social. Mais nous étions en train de nous retrouver, l'une et l'autre. Nous avons vendu le petit appartement de Lyon, rempli de trop de souvenirs d'une autre vie, et avec le peu d'argent que nous avions, nous avons décidé de recommencer à zéro, ailleurs, dans un endroit où personne ne connaissait notre nom ni notre histoire. Notre nouveau départ a eu lieu à Aix-en-Provence. Une ville de lumière, de couleurs et d'art. Loin du gris de Paris et des fantômes de notre passé. Nous avons loué un petit appartement avec un balcon fleuri. C'était modeste, mais c'était à nous. C'était un sanctuaire. Léa, fidèle à sa parole, s'est inscrite à l'université en psychologie. Elle s'est plongée dans ses études avec une passion et une détermination qui m'ont ébloui. Elle voulait transformer sa douleur en force, sa tragédie en une mission de vie. Je la voyais s'épanouir, retrouver son sourire, se faire de nouveaux amis. La jeune fille brisée laissait place à une jeune femme incroyablement résiliente. De mon côté, j'ai renoué avec ma première passion, celle que j'avais abandonnée en épousant Antoine, la peinture. J'ai acheté des toiles, des pinceaux, et j'ai commencé à peindre. Je peignais la lumière de la Provence,
les champs de lavande, les marchés colorés. Mais je peignais aussi mes émotions, ma tristesse, ma colère, et finalement, mon espoir. C'était une thérapie. Mon art est devenu ma voix. J'ai commencé à vendre quelques toiles dans une petite galerie locale. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. C'était le fruit de mon travail, de ma résilience. Nous parlions rarement d'Antoine. Non pas par déni, mais par une sorte d'accord tacite. Nous avions besoin de construire notre avenir sans être constamment tirés en arrière par le poids du passé. Cependant, nous savions toutes les deux que ce passé faisait partie de nous. 1 an après notre arrivée à Aix, le jour de ce qui aurait été notre 22e anniversaire de mariage, j'ai senti une tristesse familière m'envahir. Léa l'a vu. Ce soir-là, elle n'est pas sortie avec ses amis. Elle a préparé un simple dîner, et nous nous sommes assises sur notre petit balcon. « Il te manque parfois, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. L'homme que j'ai épousé me manque. L'homme qui me faisait rire, qui me soutenait, il me manque. Le monstre qu'il est devenu, non. Mais c'est compliqué. Je sais, a-t-elle dit. Parfois, je déteste le haïr. Parce que je me souviens aussi du papa qui me lisait des histoires le soir, qui m'apprenait à faire du vélo. Il faut garder ces souvenirs-là, ma chérie, lui ai-je dit. On peut aimer la mémoire de quelqu'un tout en condamnant ses actes. On a le droit d'avoir le cœur brisé et d'être en colère en même temps. Cette conversation a été libératrice. C'était la première fois que nous pouvions parler de lui sans que la douleur ne submerge tout le reste. Nous étions en train de guérir. Aujourd'hui, 3 ans ont passé depuis cette nuit tragique. Léa est en dernière année de master. Elle est brillante, empathique, et je sais qu'elle deviendra une psychologue formidable. Elle a un petit ami, un jeune homme doux et gentil qui la regarde avec admiration et respect. Quant à moi, ma petite galerie a du succès. Je vis de mon article. Je ne suis pas riche, mais je suis libre. Je suis en paix. Bernard nous appelle de temps en temps. Elisabeth est décédée 1 an après Antoine, le cœur brisé. Lui, il vit seul dans sa grande maison, un vieil homme hanté par les fantômes de ses enfants. Je ressens pour lui une profonde compassion. Cette épreuve m'a tout pris, mais elle m'a aussi beaucoup appris. Elle m'a appris que la richesse matérielle n'est rien face à la paix de l'esprit. Elle m'a appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité à se relever, encore et encore. Elle m'a appris que même dans la nuit la plus sombre, il y a toujours une lueur d'espoir, souvent là où on l'attend le moins, dans l'amour d'une fille, l'amitié d'une amie, ou la gentillesse d'un étranger. La trahison peut briser votre cœur, mais elle ne peut pas briser votre esprit si vous ne la laissez pas faire. Nous sommes plus fortes que nous ne le pensons. Notre capacité à guérir, à aimer de nouveau, à faire confiance de nouveau, est la plus belle des revanches sur ceux qui ont voulu nous détruire. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Votre présence et votre soutien comptent énormément pour moi. J'aimerais beaucoup savoir si certains d'entre vous ont déjà vécu une trahison ou une épreuve qui a changé votre vie. Comment avez-vous trouvé la force de vous reconstruire? Partagez vos histoires et vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences peuvent apporter de l'espoir et du réconfort à tellement d'autres personnes. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres témoignages sur la résilience et la force de l'esprit humain. Je vous envoie à tous beaucoup d'amour. Prenez soin de vous.